Les grosses têtes, c'est aujourd'hui un cocktail comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, avec une princesse russe installée à Paris pour faire une carrière internationale, Masha Merrill. Un médecin vétérinaire qui a voulu sortir de son zoo pour entrer dans le mien, Marie-Claude Bonsel. Mon père était vétérinaire, il soufflait dans derrière des chevaux, avec un petit tube en verre, pour les rendre plus beaux, plus gros, les chevaux. C'était une jolie chanson, ça. Oh, quelle belle chanson. Ah oui, oui, oui. Il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus de chansons. Et puis nos deux grands raconteurs d'histoire, je peux dire que ce sont les princes de la spécialité, Carlos et Guy Montagnier. Alors, à propos de derrière des chevaux, il y a Mathieu qui est bien embêté. Parce qu'il a son cheval Bijou qu'il voudrait vendre, puis Bijou, il fait une gueule. Je raconte pas, il a les yeux qui tournent comme ça. Alors, il appelle le vétérinaire, donc voilà, Marie-Claude, donc, qui arrive. Je connais un truc, ça c'est un truc que vous ignoriez dans votre histoire, Marie-Claude. Ça ne m'étonnerait pas. Je connais qu'un truc, pour Mathieu, vous avez un tuyau? Bah oui, un tuyau d'aspirateur, pas un tuyau en verre pour tout soulever. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il dit, va me chercher ton tuyau, Mathieu, là. Il va chercher le tuyau d'aspirateur, il l'amène à Marie-Claude. Marie-Claude met dans le trou-fignon du cheval. Fait bon, je vais souffler dedans et normalement, il devrait redresser la tête et arrêter de tourner les yeux. Alors, il souffle dans le tuyau. Le cheval. Il redresse la tête, les yeux bougent plus. Oh, ça y est, il bouge plus les yeux, là. Elle dit, bon, c'est très bien. Enlève le tuyau. Hop, le cheval a la tête qui retombe, et les yeux qui retournent. Oh, bah, elle commence à tourner les yeux. Oh, dit, c'est pas vrai. Elle remet le tuyau dans le trou-fignon du cheval, souffle dedans. Hop, il redresse la tête, les yeux s'arrêtent de tourner. Ça y est, ça marche. Elle retire le tuyau, et le cheval a la tête qui retombe, et les yeux qui recommencent à tourner. Oh, elle dit, c'est pas vrai. Bon, elle dit, je vais passer devant, je vais regarder ses yeux, et puis toi, Mathieu, tu vas souffler dans le tuyau. Je fais d'accord, là. Mathieu, il va derrière, il retire le tuyau, il le retourne, il met l'autre côté dans le trou-fignon du cheval, il s'apprête à souffler, et Marie-Claude dit, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu crois quand même pas que je vais mettre ma bouche où t'as mis la tienne? Ça, ça rappelle cette histoire-là. Ah, mais j'aime bien les histoires d'animaux. C'est deux vaches qui sont dans un pré, comme ça. Il se passe pas grand-chose. Tout d'un coup, il y en a une que je tourne vers l'autre, il dit, c'est quand même très inquiétant, cette histoire de vache folle, hein, tu sais, vis-à-vis de nos éleveurs, vis-à-vis de notre race et tout. L'autre, il dit, écoutez, je vois pas du tout de quoi tu parles, moi je suis une grenouille. Citation que nous envoie Madame Douchy, qui a dit « L'homme est le seul mâle qui batte sa femelle, ce qui prouve combien les femmes peuvent être désagréables. » Oh là là. Misogyne, ça. Non. Sacha Guitry. Alors, avant Sacha Guitry, c'est un homme qui a dû disparaître vers 1920. Il n'avait qu'une jambe. Mais ses œuvres n'ont pas fini pour autant au pilon, car... Oh, que c'est drôle, ça. Personne n'applaudit. Ah, moi, je l'applaudis. Il continue, aujourd'hui, à avoir beaucoup de succès. C'est un de nos grands auteurs. Homme de théâtre. Un de nos grands auteurs, Courteline. Courteline. Mais oui, il l'a dit. Oui. Courteline, bonne réponse de Carlos. Ah bon, il avait une jambe de bois, Courteline? Il avait une jambe de bois? Il avait une jambe de bois. Et pour que ça ne se voit pas, il avait mis par en dessous une rondelle de caoutchouc. Ah, mais j'ai connu un mec qui avait une jambe de bois comme ça, qui arrive chez un marchand de costumes de carnaval. Bonjour monsieur, voilà, je viens vous voir parce que je voudrais un déguisement, c'est pour le bal des anciens combattants. Ah, bah je vois que vous avez une jambe de bois, bah j'ai un déguisement de pirate. Foutez pas de ma gueule. Chaque fois qu'il y a un bal des anciens combattants, on me déguise en pirate. Alors ça commence à bien faire. C'est pas parce que j'ai un pilon qu'il faut me déguiser en pirate à chaque fois. Excusez-moi, monsieur, Bon, bah, si vous voulez, j'ai un déguisement de Romain avec une grande toge. Foutez pas de ma gueule. C'est pour cacher mon pilon, naturellement. Bah, écoutez, oui, bah...
Bah, je peux vous déguiser en marquise. Foutez pas de ma gueule. Et ça dure pendant 2 heures, comme ça, le mec, chaque fois qu'il lui présente un déguisement, foutez pas de ma gueule, petit gars. Et à la fin, il en a marre, le mec, il fait, écoutez, je vais vous dire une chose. Pour vous déguiser, il y a un truc formidable. Vous achetez 200 kilos de sucre. Vous les mettez sur le feu dans une bassine. Vous versez tout ça, tout le caramel dans la baignoire. Vous vous jetez dedans, vous sortez, vous déguisez en sucette. Et pendant la crise que nous vivons actuellement depuis plusieurs années, il y a deux amis au chômage en Belgique qui se rencontrent. Ils disent, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu sais, les métiers normaux sont en train de se perdre, il n'y a pas beaucoup d'embauches. Je dis, oui, tu parles. Je suis dans la merde, moi aussi. Je dis, je vais aller en mer Méditerranée. Je vais faire pirate. Tu vas faire quoi? Je dis, pirate, c'est un métier qui se perd, on n'a pas beaucoup. On dit, oui, mais enfin, quand même. Je dis, je te dis que je vais faire pirate et je te crois. 2 ans après, il se revoit, le mec, il a un pilon, Jean en bois, il a un crochet à la place de la main et il a un œil amoché, quoi, je veux dire, crevé, quoi. Cocard, quoi. Et avec un bandeau sur l'œil. Je dis, mais tu as vraiment fait pirate? Et je te dis que j'allais faire pirate, ce n'est pas pour rigoler, j'ai fait de vrai. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais c'est incroyable, tu as fait vraiment pirate en mer Méditerranée? Oui. Je dis, mais ta jambe de bois, comment c'est arrivé? Ben, nous abordions un bateau ennemi, nous étions au large de la Sicile, et puis le bateau s'est collé. Moi, j'étais pour attaquer avec mes hommes, j'avais mis la jambe en dehors du bateau. L'autre bateau nous a attaqués, il s'est exactement collé contre nous, il m'a écrasé la jambe, dis donc, ça a explosé. On me l'a coupé, on m'a fait un nœud, et puis ils m'ont fabriqué un pilon. Et depuis, j'ai la jambe de bois. Je te dis que j'ai fait pirate. Je dis, c'est incroyable, en 1995, mais tu sais, les métiers sont durs. Il dit, mais ton crochet, et déjà, c'est une autre affaire. On attaquait au large de l'île de Capri, un bateau qui était plein d'épices. Et puis, au devant de mes hommes, je monte à l'abordage. Et ce con, avec un sabre, là, qui me coupe. L'autre de l'autre bateau me coupe la main, tac, il me fait un garrot, il m'a mis un crochet, dis donc. C'est incroyable, dis donc, tu as vraiment fait pirate? Je dis, ben, je te dis. Il dit, le crevé avec le bandeau, alors ça, c'est autre chose. Nous étions en Corse, très beau pays, dans le golfe de Girolata. La nuit, mes hommes se reposaient, on allait attaquer le lendemain. C'était beau, hein, je me récitais des poèmes et je regardais le ciel en haut, comme ça, avec les étoiles. Et tout d'un coup, il y a eu une mouette qui m'a chié dans l'œil. Une mouette qui t'a chié dans l'œil, d'accord, mais c'est pas ça qui va te crever un œil. Il dit, oui, mais j'ai voulu m'essuyer, mais j'avais oublié que j'avais mon crochet. Hein. Même citation de M. Sénac qui a dit « Les vieillards aiment à donner de bons conseils pour se consoler de ne plus être en état de donner de mauvais exemples. » Guitry. Non, ça remonte à plus loin que ça. C'est un de nos meilleurs moralistes, qui appartenait d'ailleurs à une grande famille française. La Bruyère. La Bruyère. Non, de haute aristocratie. 2 alors, avec des particules? Il était duc. Ah, le duc d'Aumale. Le duc de Guermantes. Le duc... Duc, non, on l'appelait pas duc. On le connaît comme duc? On l'appelait pas duc. On le connaît surtout comme auteur. La Rochefoucauld. Mais oui, oui, c'est La Rochefoucauld. Oui. Bonne réponse de Carlos. Parce que j'ai l'air con comme ça, mais je suis vachement intelligent. Hein. Non, cultivé. Cultivé. Ah, c'est une de nos plus belles cultures, une des plus luxuriantes en tout cas. Vous savez qu'à force de planter... Qu'est-ce que la force d'arroser, pardon? Mais je t'emmerde, je suis pas sous, je bois, mais je suis pas sous. Non. Si j'étais sous, je pourrais pas parler ni être brillant comme je suis. Je dois vous reconnaître d'ailleurs que votre contenance est supérieure encore à vos capacités. Bien sûr. C'est dire que ça, je sais pas combien de litres vous faites au 100. Oh, ça dépend, Philippe, ça dépend à quelle vitesse je me déplace. Mais j'ai vu un Belge l'autre jour sur l'autoroute qui était en train de pousser sa Ferrari. Alors les mecs s'arrêtent, et les mecs disent qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on m'a dit, sur l'autoroute, tu peux une fois un peu la pousser. Hein. Et il y a le mec qui fait se faire arrêter par les flics parce que
il zigzague, il va trop vite sur l'autoroute. Mais garez-vous là, monsieur. Et monsieur gendarme. Oui, monsieur, excusez-moi, baissez votre vitre. Monsieur gendarme, j'aurais du mariage, mon beau-frère. Oui, monsieur, oui. Et on a pris apéro. Et Ricard. Et Ricard. Et 2 bouteilles étaient 3. Et c'est un apéro. Ensuite, on a attaqué la bouffe, les huîtres, vin blanc. Muscadet. On était 5, on a bu 12 boulets muscadet. Ensuite, il y avait du gibier et du lièvre. Et avec le lièvre, je suis gendarme. Ouais, Bourgogne. Attention. Côte rôtie et puis après, Vaudremané. C'est-à-dire dire 4-5 bouteilles chacun. Ensuite, dessert, fromage Bordeaux et Bordeaux. Et ensuite, café, pousse café. Alors là, elle fait un concours d'Armagnac. Il dit, écoutez, monsieur, garez-vous là, vous allez souffler dans le ballon. Mais pourquoi? Vous me croyez pas? Et en fait, la précision veut dire que le côte rôti n'est pas un Bourgogne, C'était un peu bourré, plus le bas, mec. sa côte du Rhône un peu plus bas et c'est magnifique. C'était en fait une équipe chirurgicale qui était dans la voiture et qui arrive à l'hôpital dans un état lamentable. Alors, elle s'approche de la table d'opération et ils sont 3, et l'anesthésiste, le chirurgien et l'infirmière. Alors, le chirurgien s'approche, il voit le malade. Bon, elle dit à l'anesthésie, j'espère que tu l'as endormi, parce que, on dit donc qu'il se sentit, hein. L'infirmière a fait, attends, il faut d'abord que tu saches ce qu'il a. Et oui, ça vaut mieux. Alors, il enfile ses gants. On filme, hein, bon. Qu'est-ce qu'il a? Il faut l'opérer du pain d'épices. L'appendicite. Elle est gourde, alors. Bon, alors, il dit, où c'est ça, l'appendicite? Ne me soufflez pas. On va voir dans le restaurant quand ça sera à l'intérieur. Il dit, passe-moi un truc qui coupe. Alors il coupe, il met sa main sous les draps verts de l'opéré, il coupe. Et puis, elle fait, qu'est-ce que tu fais là, dit l'infirmière. Il dit, bah quoi, j'opère à l'aveugle. La vue des viscères après déjeuner, moi ça me... Il coupe, et à un moment donné, il dérape. Qu'est-ce que j'ai coupé là? Il dit, j'ai entendu... Alors l'infirmière soulève le drap, elle regarde, elle fait... T'as coupé ces baboules. Il fait, j'ai coupé ces baboules. Oh, qu'elle est bête, hein. Il regarde, fait, oh, j'ai coupé ces baboules. Ah, c'est pas possible. Oh là là. Il dit, bon, allez, calmons-nous. On va les chercher. C'est bien le terme, s'il y a 3, on ne les trouve pas. Alors il cherche, et puis malheureusement, à un moment donné, il marche sur un... L'infirmière... C'est-à-dire, heureusement qu'il y en a une deuxième. Elle continue de chercher aussi, et la deuxième. Elle dit, il n'y en a pas une troisième. Fait, non, il n'y en a que deux. Elle dit, le pauvre mec qui venait pour se faire opérer là, par des décès, et puis il écrasé les baboules. Qu'est-ce qu'on va faire? L'infirmière fait, attends, j'ai une idée. Tu te rappelles ce qu'on a mangé à midi? On a mangé à midi? On a bu, surtout. Je dis non, on a mangé des petites patates. Alors, mon idée, c'est d'aller chercher 2 petites patates. Je les ramène en urgence et tu les mets à la place de ces baboules. Et hop, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Et puis elle part au restaurant, elle revient avec des petites patates. Alors il les met à la place des baboules, il couille. Hop. Puis il dit, on va quand même pas laisser partir comme ça, parce que vous avez venu par l'appendicite, ça serait con qu'ils se retrouvent avec l'appendicite. Il ouvre, hop, l'appendicite. Tiens, bon. Il la met dans la chambre, et 15 jours plus tard, le malade rentre dans le bureau du médecin, qui est à jeun cette fois,
Et bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est moi, c'est mon Dieu, maman, c'est moi qui vous avez opéré l'appendicite il y a 15 jours, docteur. Ah oui, je me rappelle, oui, il y a 15 jours, j'étais un peu... Ah oui, eh ben, alors ça va, ça tiraille pas trop la cicatrice? Non, ça va, c'est plus bas que ça va. C'est plus bas. Ah, du côté des baboules? Ah oui, non, mais ça c'est normal. Ah, c'est choc opératoire, c'est souvent. Non, c'est pas un choc opératoire, c'est un choc émotionnel. Parce que, vous voyez, avant, j'avais des morpions, mais maintenant, j'ai des dorifores. Qu'est-ce qui permet au lion des accouplements répétés toutes les 20 minutes pendant 3 jours? Allez, vas-y, Marie-Claude. Le fait que la femelle soit en ovulation provoquée et qu'elle est donc provocante. Oui, mais attendez, que le lion puisse faire face à cette situation... Le fait qu'il ait un zizi qui soit plein d'épines. Oui, et il est que donc doté de ce que nous n'avons pas. Un os pénien. Elle l'a dit. C'est pas un os pénien. Non. Pas chez le lion, mais enfin faisons aussi comme... Non, attention. Ah, là, je suis très spécifique parce que moi, autant je me amené la culture à la France. Si Philippe dit une connerie avec ses fiches, il faut que vous rattrapiez parce que vous êtes Ça possède de la même idée, voilà. mais pas tout à fait. C'est pas un os. C'est canidés. Le lion est un félidé. Oui, C'est-à-dire un chat. On n'a pas d'os alors. Et ils n'ont pas d'os. Philippe, C'est si vous parce avez que eu les femelles récemment un rapport avec un lion, c'était pas un os. C'est parce que... c'était une prothèse alors. C'est une ovulation provoquée qui fait que, d'une part, la femelle va demander continuellement et le mâle, effectivement, la Pourquoi fait souffrir. vous faites ce geste? C'est le geste de la femelle qui demande? C'est le geste de la femelle Non, qui elle me demande mon téléphone, ça n'a rien à voir. Non, mais la question est comment est-ce que lui il peut? Comment est-ce que lui il peut? Parce qu'il est souvent. Il est plus vrai. Je sais pas quel mec tu fréquentes. Ah non, attends, c'est toutes les 20 minutes, vraiment, moi j'ai été au Kenya, j'ai vu ça. C'est toutes les 20 minutes, mais c'est pendant Faut pas aller 30 au secondes. Kenya pour se faire sauter. Mais peu ma importe, Voyez le 30 secondes ou principe. pas, c'est qu'il faut quand même y arriver. Par un lion, c'est plus facile d'aller au Kenya qu'au Groenland. Hein. Non, ma chère, je vais te montrer. Bravo pratique. Mais alors, il fait ça 30 secondes toutes les 20 minutes. Voilà. Ah Et oui. c'est pas, voilà, exactement, vous avez Tu résumé. te rends compte de la gueule que nous ferait les Ça va gonzesses très si on vite. faisait ça, Philippe? Elles auraient 19 minutes et demie où elles sauraient pas quoi faire. Hein. Oui. Et elle déteste ça, la lionne, hein, je peux vous dire. Même pas. Ah bah c'est les traces de Mais c'est bouffe marrant sur les parce que côtes, la hein. lionne, j'ai vu souvent des trucs animaliers, la lionne, on dirait qu'elle n'a pas vraiment envie. Aucune femelle dans la nature, je te fais remarquer. Non, Elle est ah non, là. là, Je c'est t'en autre chose, prie, mais ma là, chère, j'ai vu. C'est Bon, effectivement assez douloureux. Bah, Parce c'est les qu'il y a des griffes sur les systèmes, côtes. effectivement, d'épines en retrait. Quand ils sortirent, c'est extrêmement douloureux. Donc des épines. C'est un arbre de Noël? Non, c'est vrai. C'est quoi ça? Aucune femelle n'est... Si, non, là c'est marché. Si, quand Non, même. il y en a Attends, beaucoup quoi, qui aiment Les beaucoup. tourterelles encore, peut-être? Mais Enfin, pourquoi Il y a quelles beaucoup sont de les autres femelles. femelles qui aiment ça? Mais toutes. plein, bah, Pardon, mais bah. beaucoup. Non, mais la guenon, en dépit de son nom, elle dit souvent oui, non? Oui, Bon, mais alors. moins fréquemment, c'est pas ça. C'est que nous sommes les seuls qui acceptons continuellement, effectivement, indépendamment Continuellement de notre et pas toujours de Attention, façon on- désintéressée. Vous dites par là que la lionne elle fait la tronche parce que le lion, il a des épines sur la... Non, elle le fait parce qu'elle est ce qu'on appelle donc une ovulation provoquée. Pour être gestante, il faut qu'elle copule, mais c'est indépendant d'un cycle. Nous autres femmes et beaucoup de gens, nous sommes cyclés. Beaucoup de femelles sont cyclées. Donc elles acceptent à certaines périodes. Tandis que la lionne, il faut absolument qu'elle copule. Donc c'est presque douloureux, effectivement. Et c'est accru par le fait qu'il y a ces sortes d'épines. Alors, j'ai une histoire pour ça. C'est un Belge qui était dans un bal et il drague une fille, il danse, hein, la lambada, tout ça, toutes les danses à la mode. Tiki, 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 ça. Oh, refaites-nous la lambada, là. C'est terriblement sexy. Alors, ça drague, hein, un slow hygiénique, un petit rock. Et puis à la fin, il dit, madame, je serais heureux que nous rentrions à la maison pour boire un dernier verre. Oh, dit, malheureusement, monsieur, ce n'est pas possible. J'ai mon cycle. Eh bien, ça tombe très bien. Suivez-moi, j'ai ma mobilette. En situation, Je remercie Guy Montagnier qui m'a fait un geste en disant raconte-la toi, en disant on se partage les trucs. Merci. Voilà, il donne son numéro de téléphone à la jeune Hollandaise magnifique pour ce soir avoir une tulipe dans son plumeur. Oh, dis donc, c'est marrant, ma gonzesse, elle m'a appris un truc qui est génial. Quand on t'offre des tulipes, on m'a offert des tulipes, il faut mettre une pièce jaune, genre 20 balles, tu vois, dans le fond, et les tulipes, elles restent 10 jours comme ça, sans bouger, jolies, elles s'ouvrent, elles sont impeccables.
Et ça, je sais pas pourquoi. Hein. Bah moi, ça, j'ai essayé de me c'est foutre une pièce jaune, moi j'ai pas resté 10 jours. Oui, c'est marrant. Hein. Oui, c'est intéressant, mais c'est une rubrique pratique qui pourrait accueillir... Philippe, je répète et je dis que je suis là pour cultiver, pour apprendre aux gens qui nous écoutent. Moi, je préférais le pouce-pouce de Bangkok plutôt que la pièce jaune dans la tulipe. Oui, mais ça, je veux dire franchement, chez elle, il y a des femmes... Parce qu'on peut faire beaucoup plus d'argent avec un pouce-pouce qu'avec une tulipe. Vous imaginez combien de gens nous écoutent aujourd'hui? Quelques millions. Et combien ont fermé leur poste depuis qu'on a commencé? Ça, il y en a beaucoup. Ils sont sur une autre radio, ils nous écoutent quand même. Il y a un Corse qui connaît absolument pas le continent, qui a vécu qu'en Corse et qui va voir un de ses copains, Tuccelli, qui habite Paris, et il le reçoit et dit Tuccelli, parce que c'est beau, ta ville de Paris. Il dit merci, attends, je vais te faire visiter. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est beau? Il dit c'est la Tour Eiffel, mon Dieu que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'Arc de Triomphe. Mon Dieu que c'est beau. Il est là, et là tu te découvres. Tu te découvres. Et tu fais une minute de silence. Il dit pourquoi? Il dit là c'est Napoléon, c'est les Invalides. Il met son béret, il fait une minute de silence. Et puis au mois de juillet, le Parisien corse qui n'a jamais connu l'île est reçu à Ajaccio. Et son pote le reçoit. Il dit qu'est-ce que c'est beau, c'est le grand port d'Ajaccio, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Il dit là tu te découvres, t'enlèves ton béret, tu fais 10 minutes de silence devant ce monument. Il dit tu te découvres. Il fait 10 minutes de silence, il dit ça. Là c'est la sécurité sociale, il y a 100 Corses qui se reposent. Ah oui. C'est accepté par la banque. Monsieur Liégeois, qu'appelle-t-on des oiseaux cacheurs? Pas cacheurs, cacheurs. Les filles voleuses. Alors, C-A-C-H-E-U-R-S. Alors, c'est qui rentrent par des portes cachères. C'est des oiseaux juifs qui cachent des choses dans les nids, qui cachent leurs œufs. Ils entreposent non pas leurs œufs, mais des brindilles et des choses comme ça. Comme mais non. Des détritus quelconques. La nourriture. De la nourriture. Et pourquoi? Pour donner leurs enfants pendant l'hiver. Pour l'hiver, c'est pas parce que ce sont des oiseaux facétieux, mais parce que ce sont des oiseaux précautionneux. Voilà. C'est une bonne réponse du docteur Machameril. Et moi, j'ai l'air d'un con. Alors, vous n'avez jamais vu d'oiseau cacheur, Marie-Claude? Non, parce que vu la quantité de nourriture que mange l'oiseau, il va pas longtemps cacher. Si, il y en a beaucoup effectivement qui amènent, mais c'est pour une journée, soyons honnêtes, on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est ça le problème. Est-ce que je peux me permettre C'est dans un nid. Excuse-moi Guy, je te l'ai volé, je peux l'avoir pensé en même temps que moi. Dans un nid, il y a 3 petits oiseaux, 2 jeunes oisillons, et puis leur aîné qui doit être né dans un œuf de la veille. Mais il sait les nés. Alors il les protège de sa petite aile pendant que les parents sont partis chercher justement des choses qu'ils allaient cacher pour l'hiver et de la nourriture. Alors ils sont un peu craintifs. Ils sont tout petits, les oiseaux. J'ai du mal à faire un oiseau tout petit dans un nid. Il faut s'imaginer ça. Mais j'ai 138 kilos. 132 maintenant, j'ai maigri. Enfin bon. Tu sais ce qui est jaune, qui est dans les arbres, qui pèse 200 kilos? Un canari. Mais c'est une belle bête. Personne. Alors, je continue mon histoire. Excuse-moi, tu sais ce que ça fait un canari de 500 kilos comme cri? Cui. Alors, c'est deux. Alors oui, reprenons notre histoire. C'est 2 tout petits qui sont protégés par leur petit aîné qui doit avoir, je dis, un œuf de plus. Ils sont là, et puis il y a une ombre énorme qui passe au-dessus du nid. Les petits ont peur, ils regardent le vieux, il fait tapon, tapon, tapon. Et les autres petits, ils font tapon. L'ombre repasse, il fait tapon, tapon. Et à ce moment-là, l'ombre se pose à côté du nid, prend le plus vieux comme ça, délicatement, le soulève, il fait héron, petit. Pas tapon. Oh.
beaucoup de culture pour l'apprécier. Hein. Héron, petit patapon. Personne comprend. Parce que je suis sûr que les gens qui nous écoutent se marrent, Philippe. Mais il rigole, il va d'abord rien qu'à voir ma tête, il s'amuse. Une question culturelle, ça nous fait très plaisir, on va essayer de vous répondre. On est là pour ça, vous savez. Pourquoi je viens faire les grosses têtes, j'ai autre chose à foutre. C'est pour éduquer la France. Il y a quand même une heure où les bars ferment, hein. Oui, mais ici, c'est une heure. Mais qu'est-ce qui m'a filé, à part Philippe Bouvard, une réputation d'ivrogne? Mais personne. Personne. Tu l'avais déjà depuis longtemps. Question de Madame Grenier. Que fit déposer le metteur en scène Raoul Walsh dans le cercueil d'Errol Flynn? Déjà, dire Raoul Walsh qu'on est bourré, c'est difficile. Raoul Walsh. Dans le cercueil d'Errol Flynn. Une bouteille. C'est très joli. Bon, 12 bouteilles de whisky. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsal et de Carlos. Donc, je reprends mon histoire. Vous voyez qu'Errol dans le vinaigre. Errol Flynn était un vignoble personnage comme moi. Vignoble personnage. Et il n'y a pas que lui, hein, parce que je vais vous signaler quelques copains à moi américains que j'ai connus et qui sont vraiment des ivrognes. C'est-à-dire que quand on dit moteur, moi j'ai vu un jour, moi je dirais pas le nom du mec, il est vachement connu, poussé par terre avec un journal sur la tête, et puis pas qu'une fois. Et c'est un grand comédien anglais. Et je veux dire qu'il y a plein de mecs qui boivent et qui sont ivres morts et qui, quand on dit moteur, sont formidables. C'était le cas du meilleur copain de Liz Taylor qui s'appelait... Burton, mais Burton... Non, pas Burton, c'est autre chose, je l'ai connu très bien. Non, un autre bien. Mon gars, Flynn. Non, Errol Flynn. Non, tu penses, pas du tout, lui, il était malade, c'est autre chose. Le maréchal Montgomery avec lequel elle a beaucoup tourné en Afrique. Mais les maréchals sont pas sous, il y a que les acteurs. Peter O'Toole, c'est lui dont je voulais te parler. on lui faisait une planche pour l'accrocher pour les gros blancs parce qu'il pouvait pas... Ah oui, ça, c'est vrai. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et je connaissais son secrétaire, qui est toujours mon pote, qui est aux fleurs tous les jours à 1h si vous voulez noir. Et il n'est pas frais non plus. C'est magnifique. Ah non, il n'est pas frais non plus. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai des acteurs américains qui boivent. Nous, on est des rigolos. On est des petits rigolos à côté. Parce qu'on Vous arrive êtes quand trop même... modeste, là. Merci, Philippe. Merci, je suis flatté. Non, c'est pas bien. Ah non, vous n'avez pas le droit, là, de dire du mal Eh de ben, vous, écoutez, parce que vous voyez ce que êtes je un fais des meilleurs dans votre spécialité. Vous voyez ce que je fais? Je mets de l'eau dans mon vin. Ah, bravo. Il est vélo. Moi, je suis russe d'origine, Philippe. J'étais baptisé avec de la vodka sur la langue. Voilà. Il n'y a que les êtres humains qui boivent de l'alcool. Hein. Les animaux n'en boivent pas. Mais il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment beaucoup. Marie-Claude. Non, quand ils trouvent du raisin un peu mûr, ils le boivent, ils le mangent. Enfin, bon, ben, La grive. Oui. Ah ouais. On dit sous comme une grive. Par exemple. Ah, je savais pas ça. Ils vont plus vite, quoi, dans l'état d'ébriété. Ah, d'accord. Et tu sais comment Beaucoup d'animaux qui sont... Regardez les grues dans les bars. Ben oui. Et tu sais comment tu transformes un cochon très triste en homme heureux? Non. Et tu donnes à boire, il devient un portugais. Que je couchais à Charles. C'est ce que je me dis. Ah, merci. Oui. Merci, Philippe. Question de Monsieur Desfossés. D'après l'Ancien Testament, Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège tout à fait exceptionnel. Lequel? Ils sont les deux seuls personnages de l'Ancien Testament à avoir bénéficié de ce Ils ont le droit de privilège. boire? Ils ont parlé à Dieu? Ils ont parlé à Dieu? Ils ont parlé à Dieu. Enfin, et Dieu leur a parlé d'abord, parce que si on parle à Dieu et qu'il répond pas, comme nous par exemple, ça mène pas loin. Bonne réponse de Machamé. Ah oui, très fort. Son habitude, je l'ai dit. Ah, j'avais une... Profitez-en. Oui, j'en profite, j'en placer une. Une jolie histoire philosophique de Dieu et Saint-Pierre qui sont au bord d'un nuage, comme ça, qui regardent la terre. Et il y a un rabbin qui doit traverser pour aller à sa synagogue un golfe magnifique. Il est un petit peu en retard, d'habitude il fait le tour, mais là, c'est un samedi, il est à la bourre, il doit aller à la synagogue. Il dit, je vais traverser les golfs, ça ira plus vite. Alors il traverse le golfe, c'est le matin, c'est magnifique, il y a de la rosée, des petits oiseaux partout. Il n'y a pas un joueur sur le parcours. Il traverse, et à un moment donné, sur le trou numéro 4, il voit une balle
posé sur son petit départ, avec un club de golf magnifique, tout argenté à côté. C'est superbe. Il aime le golf, il adore ça. Mais c'est samedi. Il n'a pas le droit de toucher au club de golf, il n'a pas le droit de jouer. Alors il y a Saint-Pierre qui fait Dieu, regarde les juifs là. Il va être tenté, il va jouer au golf. C'est samedi, il n'a pas le droit, Dieu. Hein, donc il est rabbin quand même je le connais bien, c'est le rabbin Silberstein. Non, il fera pas ça. En tant qu'ancien juif, moi, Saint-Pierre, je veux dire que il va être tenté. On parie. Non, je parie pas, c'est Dieu, je parie pas. Puis effectivement, le rabbin s'arrête près du club de golf, il voit la balle. J'adore les golfs, c'est magnifique. C'est voir les trous, il est là derrière les sapins derrière. C'est difficile, mais c'est samedi, j'ai pas les droits. Ah, puis c'est beau, il y a la rosée, c'est magnifique. Il fait tellement bon, personne ne verra. Il prend le club de golf, et là, tenté, il s'adonne au péché, il va jouer. Il arme son coup, bam, il fait un swing magnifique. La balle part, elle ricoche contre un arbre, elle part à gauche. Elle tombe sur le green, elle roule dans le trou. Un coup, disons. Ah, il est là. J'ai fait un coup, un seul coup sur un par 4, que tout le monde y fait 4, j'ai fait 1, c'est extraordinaire. Là, Saint-Pierre qui est là-haut, il fait je comprends pas, Seigneur. Alors là, vraiment, ce mec, il est tenté, il cède à la tentation, il pêche, et en plus, il est récompensé, il fait le parcours là, en un seul point. C'est insensé. Dieu, il fait, je suis pas sûr qu'il soit vraiment récompensé là. Je pense plutôt qu'il est puni. Pourquoi il serait puni? À qui il va pouvoir le raconter? Il y avait la jolie histoire que Frédéric Dard racontait, c'était Jésus qui jouait au golf. Chaque fois qu'il envoyait la balle, elle allait dans le trou en une seule fois, c'était extraordinaire. Terrain varié, avec du vent et toujours. Et à la 5e tentative réussie, il lève les yeux au ciel et il dit « Papa, laisse-moi jouer tout seul. » C'est le principe du golf. Il est très simple. Sur une boule de... C'est combien le diamètre de la Terre 262... Non. C'est beaucoup. Enfin, c'est 12 757. C'est plus que vous. Oui. 12 757 km. Comme la Terre, tu mets une petite boule de 5 cm de diamètre et le principe c'est de taper sur la petite boule sans toucher la grosse. C'est ça le golf et je trouve ça très joli. Question de Monsieur Lavial. Encore une question biblique, mais je pense que vous les appréciez. Que dit Dieu à Abraham pour que, d'après la Bible, alors là je cite, il tomba sur sa face et rit. Bonne nuit, Clyde. Redites-nous ça. C'est une question qui fait suite à la précédente, qui plaçait Abraham parmi les 2 interlocuteurs privilégiés de Dieu. Oui. Et le jour où Dieu a parlé à Abraham est tombé sur sa face et a ri. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit pour provoquer cette hilarité? Une blague, un jeu de mots? Non. Il a dit sa femme enfanterait alors qu'elle était d'un âge canonique. Exactement, il aurait un fils alors que Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah 90. Bonne réponse de Guy Montaigne. Et vous croyez à toutes ces conneries là, vous? Mais parce qu'ils avaient trouvé un médecin italien formidable. Monsieur et Madame Fellamoto avaient un fils, Abraham, justement. Abraham Fellamoto. Ah ben je refais encore une fois la mienne, parce qu'elle n'a peut-être pas été entendue. Monsieur et Madame Le Frigo. Quoi? Monsieur et Madame Le Frigo, et l'apostrophe Frigo, ont 5 enfants. Steve, Eudes, Hubert, Yann et Adam. Si tu veux du beurre, il est dans le frigo. De quoi meurt un éléphant en dehors des maladies classiques ou d'un accident de chasse? Du fait qu'il n'a plus de dents. Quand il n'a plus de dents. Alors combien a-t-il de dentition? Oh là, ça c'est trop difficile. Il a les 2 incisives qu'on connaît bien en défense. Il a des molaires, il n'a pas de canines. Je ne pourrais pas vous dire comme ça la formule dentaire. Alors moi, Madame Martineau, qui a bien étudié le problème, dit qu'il en a 6. Elle doit parler des molaires. Et que lorsque la 6e est usée, il meurt de faim. Non. Ce qui est vraiment une fin très triste. Mais une bonne réponse de Marie-Claude Bomsel.
Elle veut dire par là que les molaires se régénèrent effectivement et qu'à un moment elles se régénèrent plus. Est-ce que je peux me permettre de poser une question à notre grande spécialiste animalière? Vous savez, j'ai toujours, avec beaucoup de respect et de tendresse, entendu parler du cimetière des éléphants, dont Eddie Mitchell a fait une chanson en parlant des vieux cons qu'on jette à la rue parce qu'ils font plus l'affaire. Pourquoi est-ce qu'il y a un cimetière des éléphants? Pourquoi ils vont mourir dans un même endroit? On ne sait pas. Oui, et on pense en plus que c'est généralement au rond-point de la Défense, oui. d'ailleurs. Non, c'est-à-dire qu'ils suivent en général Vous dites ça parce que vous êtes en molaire. Ils suivent en général une vieille femelle qui peut parfois faire erreur et ils se crassent dans les marais et des choses comme ça. Mais ça n'est pas une idée de cimetière. C'est pas une idée de cimetière, oui, on ne sait pas. Madame Collin qui habite Dourdan. Comment elle est arrivée là, madame? Hein? Ah oui, oui. Bon. Mais madame Collin, j'ai connu, Elle elle était à Lyon. une morue qui lui expliquait qu'il fallait écrire la RTL. Elle a déménagé, elle était à Lyon avant. On disait Collin, ma lyonnaise. Non, mais il y en a une autre en plus. Et madame Collin demande... Non, j'ai une copine à moi, madame Collin. Madame Collin, qui était elle borgne. Elle s'appelait Collin Maillard. Madame Collin demande à Macha Merrill, parce qu'on sait que Macha connaît la réponse, quelle était l'activité principale du compositeur Borodine? Oula. Coureur cycliste. Il était peintre. Non. Peintre. Non, quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa musique, en tout cas. Cuisinier. Non. Oui, il était... Cultivateur. Non, serrurier ou un truc comme ça, non. Alors c'était un travail artisanal. Non. Et dentiste? Non. Un poste extrêmement important. Postier. Ah bon, alors il était dans la... Il était chevalier garde. Il était chevalier garde, il était dans la... Il était Non, mais par rapport au tsar. Majordome. Lecteur. Majordome. Ah, il était précepteur du... Non, des vous avez dit enfants. le premier mot qui est bon, mais il était major général des armées. Voilà. C'était le chef d'état-major. Bonne réponse de Guy Montagnier. On arrive un peu quand même, si on veut, à déboussoler Philippe Bouvard. Non, oh là, il en faut peu de plus que ça quand même. Hein. Il se marre, le mec derrière. Oui. Ce qui est bien, parce que le mec derrière, c'est lui qui fait tout. Bon, allez, on se calme un peu pour la fin, parce que j'ai une très jolie question qui va susciter de votre part des commentaires sonores et des illustrations dont je me réjouis à l'avance. Question de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce qu'on appelle le paix de l'ours? Eh bien, c'est un ours qui pète. Alors, c'est un gâteau? Alors, le paix de l'ours, pas du tout. C'est un phénomène que on connaît bien dans certaines régions lorsque il y a des ours. Mais c'est vraiment un vrai paix? C'est un vrai paix et c'est un véritable ours. C'est la sortie de l'hiver? C'est la sortie de l'hiver, exactement. Ah oui, c'est comme ça. Bonne réponse de Marie-Claude Bonzel. Alors, pourquoi? Parce que lorsqu'il hiberne, il doit dégager ses intestins. Enfin, ils sont bloqués lorsqu'il sort. Et d'ailleurs, comme l'ours est pas bête du tout, il avale des plantes laxatives qui l'aident à évacuer ce bouchon. Et donc, quand l'ours pète, c'est que le printemps revient. C'est pas non plus vraiment vrai parce qu'il hiberne par moment, hein, seulement. Il se réveille. Enfin, le printemps va revenir. Mais en fait, il hiberne pas tout l'hiver. Hein. Il se réveille par moment en fonction de la température. Cette année, il hiberne vraiment. Il hiberne vraiment. Mais sinon, en général, il se réveille 3 à 4 fois dans l'hiver. J'ai un très mauvais jeu de mots. J'ai un très mauvais jeu de mots de mon ami Hubert, d'Europe numéro 1, quand la pipette, le jerrycan. Parce que n'oubliez pas que mon ami Hubert, qui maintenant est à Europe, a fait quand même du joli, grâce à vous, Philippe. Oui, je l'ai hébergé ici pendant quelques mois. Ça a été un joyeux compagnon. Et grâce à vous, il a retrouvé du boulot. Je m'en réjouis. De façon formidable et je vous en remercie. Publiquement, mon cher. Dernière citation que nous devons à Monsieur Victor, qui a dit « On divorce moins quand on se marie par intérêt. Ce sont les mariages d'argent qui font les noces d'or. » C'est très vrai, hélas. C'est beau, hein? Français mort. Oui. Il y a longtemps qu'il est mort? Ah, il y a déjà un moment. Renard. Oui. Flaubert.
Non. Auteur. Homme de théâtre. Mauriac, non, c'est quelqu'un comme ça. Oh, Monterland. non, c'est pas vrai. Non, Plus non. récent comme mort. Comment? Plus récent comme mort. Il a dû mourir il y a un bon demi-siècle. Oui, puisqu'il vient de tomber dans le domaine public il n'y a pas longtemps. Pauvre garçon. Alors, c'est notre célèbre... Non, dont on vient de monter des pièces. C'était un homme extrêmement drôle qui avait beaucoup d'humour. Non, il n'est pas mort il y a 50 ans, Anouilh. Et il est mort fou. Feydeau. Feydeau. Georges Feydeau. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, merci. À la prochaine.
ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am the ghost, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control, it's fading fast. I am the future, they are the past. Memories flashing, footsteps chase, echoes of a twisted place. Numbers on my skin, they burn, but now it's their turn to be left behind. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control, it's fading fast. I am the future, they are the past. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. I'm a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen.